Bienvenue dans Richissime, le podcast qui parle d'argent et de relations à l'argent de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à libérer leur relation à l'argent pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes plus de 40 000 à écouter chaque mois. Je partage tout ce que j'apprends quotidiennement sur l'argent depuis déjà plusieurs années, seule ou au contact de mes invités. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer ou de vous limiter. Et surtout, je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour des partages, pour des lives avec des invités, des revues de lecture et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Aujourd'hui, je vous propose une belle conversation avec Clotilde Dussoulier, qui est ma podcasteuse préférée de tous les temps. Clotilde, c'est la douce voix derrière le podcast Change ma vie, outils pour l'esprit, le plus gros podcast de développement personnel français qui cumule plus de 20 millions d'écoutes depuis sa création en 2017. Autour du podcast, Clotilde a développé une entreprise de coaching florissante qui aide les hommes et les femmes à appliquer des changements concrets à leur propre vie, y compris évidemment dans les situations les plus délicates. Clotilde est issue d'une famille d'ingénieurs. Elle a elle-même suivi cette voie qui l'a conduit d'abord après ses études aux États-Unis pour exercer le métier d'ingénieur informatique, puis en rentrant en France. Elle a créé un blog culinaire qui lui a valu un énorme succès sur Internet, mais aussi en librairie, puisqu'elle a écrit, je crois, 5, 6, 7 livres, je sais plus exactement, et qui lui a permis de vivre de cette activité pendant une quinzaine d'années avant de lancer donc en 2017 Change ma vie. C'est son éclairage de coach et de master coach certifié que j'ai sollicité le plus dans cet épisode sur un sujet qui me passionne et qui la passionne aussi d'ailleurs, nos croyances limitantes liées à l'argent. Je lui ai notamment demandé « Pourquoi a-t-on aussi peur de gagner plus d'argent ?» Bizarrement. En quoi l'expérience des femmes et des hommes autour de l'argent est-elle différente? Comment détecter nos croyances défavorables? Et enfin, comment reprogrammer nos croyances pour en adopter des plus favorables? Si vous ne connaissez pas Clotilde, vous allez découvrir avec elle magie. Oui, magie, elle explique les choses et la facilité avec lesquelles elle nous les présente et elle les vulgarise. Sur ce, je vous laisse en notre compagnie et vous retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute! Salut Clotilde! Bonjour Delphine. Bon, ça fait très longtemps que je veux te recevoir et donc je suis très contente de te recevoir enfin dans le podcast, de pouvoir avoir ton éclairage sur ce sujet. Oui, mais écoute, c'est un plaisir partagé. Alors, je demande à mes invités souvent, alors je viens de te présenter en introduction aux auditeurs, mais j'aime bien demander à mes invités comment eux aiment se présenter, parce que surtout quand on est comme toi, un peu touche à tout et qu'on fait pas mal de choses, c'est pas souvent évident de répondre à cette question. Mais qu'est-ce que tu fais, Clotilde ? Alors, donc moi j'ai 42 ans, je vis à Paris avec, j'ai 2 petits garçons qui ont presque 7 et presque 10, et le métier que j'exerce, c'est celui de chef d'entreprise et de master coach. Donc j'ai ce podcast qui s'appelle Change ma vie, que j'ai créé en 2017, et autour de ça, donc c'était il y a presque 5 ans maintenant, j'ai créé une activité de coaching autour de laquelle j'ai créé une entreprise, donc l'entreprise Change ma vie, et on propose un programme d'accompagnement qui permet de développer la vision, la clarté et l'élan, parce que ce sont les 3 piliers qui permettent de créer vraiment la vie à laquelle on aspire. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui te connaissent et qui connaissent Change ma vie, parce que tu as dépassé les 20 millions d'écoutes au cumulé, je crois, récemment, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement, depuis 2017. Donc, c'est quand même un énorme podcast référence sur la scène du podcast français. Moi, c'est mon préféré. Je vous le cache pas. Écoute, merci Delphine. Et il y a quelque chose de très spécifique dans ta manière d'aborder les choses. C'est vrai que il y a une pédagogie, je trouve, qu'on retrouve, mais ça tout le monde, on doit te le dire très souvent, mais je te le dis quand même. Il y a une pédagogie qui est assez incroyable dans la manière dont tu présentes les choses, dans les références que tu choisis. Et c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir depuis longtemps sur le podcast, pour parler d'un sujet dont je parle régulièrement, mais qui sous-tend, je trouve, toute l'action de développement personnel. C'est cette histoire d'aller creuser quelles sont nos croyances profondes qui sous-tendent nos actions et comment est-ce qu'on peut les changer quand elles sont pas favorables. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le gros travail qui sous-tend le développement personnel au sens large.
C'est une très bonne façon de résumer, en tout cas, une partie du développement personnel. En fait, l'idée, c'est de se dire, et plus spécifiquement autour de l'argent, enfin, autour de l'argent, ça s'applique énormément, c'est de se dire qu'en fait, en grandissant, selon les hasards, en fait, de là où on est tombé au moment de venir au monde, et puis les différents environnements dans lesquels on a évolué, en fait, il y a toute une première partie de notre vie qui consiste à essayer de comprendre comment fonctionne le monde, quelle est notre place dans le monde, et un peu les règles du jeu de la vie, les règles du jeu de la vie en général et les règles du jeu de notre vie en particulier. Et en fait, ça, je trouve ça vraiment fascinant parce qu'on arrive, pour la plupart d'entre nous, à l'âge adulte. Comme évidemment, on n'a vécu que notre vie, on n'a vécu que dans nos environnements, ceux qu'on connaît, et que souvent, on n'a pas des discussions de cette qualité-là avec notre entourage. Et bien en fait, on a l'impression que ce qu'on a compris du fonctionnement du monde et des règles du jeu de la vie, et ben c'est le fonctionnement du monde et les règles du jeu de la vie. Et en fait, on se rend pas compte que c'est ce que notre cerveau a collecté comme information en généralisant, avec tout un tas de biais cognitifs. Et on arrive à l'âge adulte en ayant l'impression qu'on a compris comment ça fonctionnait, alors qu'en réalité, beaucoup de ces règles du jeu et de ces fausses perceptions sur la façon dont le monde fonctionne, en fait, il y a tout un tas de gens autour de nous qui ne fonctionnent pas du tout avec les mêmes règles du jeu et qui ne se limitent pas de la même façon, ou alors à l'inverse, qui se limitent davantage, mais c'est généralement celles qui sont limitantes qui sont les plus problématiques. Et donc, en fait, moi, ce qui me passionne, c'est pour moi-même et pour les personnes qu'on accompagne, d'identifier ça, d'identifier où est-ce qu'on a mis un mur ou un plafond imaginaire, là où en fait il n'existe ce mur ou ce plafond vraiment que dans notre tête, et qu'en fait il suffit qu'en fait dans ce mur il y a une porte ou il y a un Velux dans le plafond, et que de l'autre côté on est parfaitement en sécurité, et qu'on va se retrouver, enfin qu'on va découvrir que de l'autre côté de ce mur ou de l'autre côté de ce plafond, en fait il y a plein de gens qui vivent là depuis toujours et qu'ils sont très bien, qui gagnent beaucoup plus d'argent que nous, qui sont beaucoup plus heureux, et que en fait il suffisait de comprendre que c'était un faux mur ou un faux plafond. Et c'est la première difficulté d'ailleurs, c'est de se dire en fait ce que j'ai toujours cru n'est pas forcément la seule version qui est possible, la vie que je mène n'est pas forcément la seule façon de vivre sa vie, donc déjà de s'en rendre compte plutôt que d'être dans une attitude qu'on a peut-être tendance à facilement adopter dans la vie, qui est si je fais cette expérience-là, c'est que j'ai raison. On a tendance à vouloir compenser, comment dire, on a tendance à vouloir se donner raison pour justifier notre façon de voir le monde, même si celle-là n'est pas la meilleure voie vers le bonheur. Autrement dit, même si j'accède pas au bonheur, au moins j'ai raison. Au moins, j'ai raison. Et ça, je trouve ça fascinant. Cette idée, cet attachement qu'on a, qui est un attachement complètement identitaire, en fait. C'est-à-dire que souvent, on préfère avoir raison et être malheureux, ou avoir raison et avoir les problèmes qui vont avec ça, plutôt que de se dire, en fait, c'est pas vraiment que j'ai eu tort dans le sens où j'ai fait un tort, mais c'est simplement que ma vision du monde n'était pas la vision du monde la plus large, ou la plus libre, ou la plus ouverte qui soit. Et en fait, je pense que c'est justement au moment où on se rend compte qu'on avait un mode de fonctionnement ou une lecture du monde ou du fonctionnement du monde qui était erroné, on a là un embranchement, c'est-à-dire se dire excellente nouvelle, parce que ça veut dire que tout le reste de ma vie, je vais pouvoir vivre en étant plus libre, avec plus d'options qui s'ouvrent à moi, ou est-ce que je choisis d'avoir un regard qui est plutôt tourné vers le passé, en me disant mais regarde, mais toutes les situations, toutes les opportunités que j'ai ratées, tout le mal que je me suis fait, de quelle façon est-ce que j'ai souffert de façon inutile. Et en fait ça, ce réflexe de regarder vers le passé ou de regarder vers l'avenir, c'est quelque chose auquel on a été nous-mêmes conditionnés. Enfin, ça fait partie des conditionnements qu'on a reçus, et un peu des espèces de réflexes de pensée. Et ça aussi, ça s'apprend. C'est-à-dire, ça s'apprend de se dire, on prend nos pertes, un peu comme au poker. Ok, d'accord. En fait, voilà, ce qui est fait est fait, ce qui est passé, mais à partir de maintenant, qu'est-ce que cette clé-là m'ouvre pour la suite? Alors, Clotilde, d'où viens-tu? Du coup, parce qu'on parlait des conditionnements, tu disais effectivement que quand on vient au monde, on vient avec une certaine lecture qui a trait à l'expérience de la vie qu'on a fait, qui est assez unique, somme toute. Toi, dans quel environnement, je dirais, socio-économique, est-ce que tu as grandi?
Alors moi je suis issue d'une lignée d'ingénieurs, donc je suis fille et petite fille d'ingénieurs, et notamment avec beaucoup de fierté, je suis ma mère est ingénieure, ce qui à l'époque où elle a fait ses études était rarissime. Donc je viens d'un environnement extrêmement cartésien, très scientifique, assez intellectuel, c'est-à-dire voilà, mes parents, j'ai grandi sans télévision, l'appartement de mes parents est rempli de livres, beaucoup de BD aussi, mais pas mal de livres, et donc j'ai grandi vraiment dans un monde d'idées en fait. J'ai grandi dans un monde dans lequel voilà, la conversation, l'échange d'idées était très central, et donc moi j'en suis très reconnaissante à mes parents parce que du coup il y avait aussi beaucoup de place pour ma sœur et pour moi pour développer ces idées en fait, pour apprendre à exprimer nos opinions, poser des questions, qu'on nous explique des choses. Enfin voilà, c'est vraiment l'eau dans laquelle on a toujours nagé. Et j'ai aussi reçu cette idée que finalement la réussite elle passait par le monde de l'intellect et des idées, ce qui a eu énormément d'aspects positifs, quelques aspects négatifs dans le sens où on est une famille qui n'a pas de corps, c'est-à-dire que très peu d'activités sportives, physiques, très peu de discussions autour de qu'est-ce qui se passe juste en dessous, enfin en dessous du cou, voilà, c'est dans la matière, des esprits, voilà. Et donc voilà, moi c'est ça qu'il a fallu à l'âge adulte que j'apprivoise davantage pour ne pas me vivre juste comme un cerveau, mais aussi comme voilà un cerveau au sein d'un corps plus vaste. Donc mon corps s'est chargé de se porter à mon attention de diverses façons. Donc c'est ça l'environnement socio-économique dans lequel j'ai grandi. Donc voilà, bourgeoisie intellectuelle et scientifique, mais avec des parents qui étaient qui n'avaient aucune appétence pour flamber l'argent. C'est-à-dire on partait en vacances à des endroits c'était des endroits qui étaient confortables, mais il n'y avait pas du tout de culture du luxe, de l'affluence, voilà, c'était plutôt une culture de l'épargne, de vivre vraiment, voilà, vivre des choses surtout pas vivre au-dessus de nos moyens, ça c'était vraiment voilà, et même je pense que mes parents nous faisaient vivre en dessous des moyens qui étaient les nôtres, dans l'idée de préparer ce qui pourrait se passer à l'avenir, un pépin, le chômage, une maladie, quelque chose, donc voilà, pas vivre au-dessus de ses moyens, et ça c'est quelque chose que voilà qui moi à l'inverse a plutôt je n'aspire pas à vivre au-dessus de mes moyens, mais j'ai très vite aspiré à gagner mon propre argent pour acheter des choses qui me faisaient plaisir sans que ce soit du strictement nécessaire. J'avais envie moi que l'argent serve à vivre des expériences, à m'acheter des choses, à me faire plaisir, à m'amuser, et ça c'est quelque chose que du coup j'ai appris à faire très tôt. Enfin, dès que j'ai pu gagner de l'argent, j'ai gagné de l'argent, j'ai travaillé pendant toutes mes études alors que c'était pas économiquement nécessaire, mais parce que je voulais avoir ce revenu qui était juste à moi et cette liberté que ça m'apportait sur voilà tout un tas de décisions et de choix que je pouvais faire parce que c'était mon argent et que je faisais ce que je voulais. Est-ce que derrière ce besoin de sécurité que tu as identifié chez tes parents, est-ce qu'il y avait aussi, tu penses, des choses du style peut-être des croyances qui étaient un petit peu plus piquantes sur la richesse, sur le fait d'être riche, sur le fait de le montrer, sur le fait d'avoir des choses de matériel un peu coûteuses. Tu crois qu'il y avait ça ou pas du tout? Je ne voudrais pas parler à la place de mes parents, mais je pense qu'ils avaient en fait mes parents. Alors déjà, faut remettre dans le contexte, ils sont nés juste après la guerre, de parents qui ont voilà qui étaient de classe très moyenne pendant la guerre, et je pense que cette idée de se dire voilà, je pense qu'ils ont grandi tous les deux dans des familles où il y avait des enfants et pas énormément d'argent, et où du coup l'idée c'était de se dire voilà, on va pas claquer, on va pas voilà, l'argent c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de précieux, et en fait finalement je m'aperçois que enfin moi ma perception en tout cas c'était qu'il y avait un peu l'idée, c'était comme si l'argent nous appartenait pas, tu vois, c'était comme si l'argent on le gagne, il nous permet de vivre, mais on peut pas vraiment en jouir, tu vois, l'argent était quelque chose de fonctionnel qui servait à payer la vie, tu vois, mais c'était pas quelque chose de fun, c'était pas quelque chose
choses tellement liées au plaisir, même si mon père était très généreux. Je dis au passé parce que il est mort il y a presque 4 ans maintenant. Mon père était très généreux et c'était lui qui pouvait beaucoup plus facilement le week-end nous acheter un petit truc juste parce que ça nous faisait plaisir, nous acheter un souvenir, un petit cadeau, une bande dessinée, tout ça. Voilà. Donc mon père était très généreux, mais il y avait quand même cette idée que faut pas faire n'importe quoi avec l'argent, quoi. Et d'ailleurs, tu parlais de fun et je t'entendais dire dans une interview que j'ai écoutée de toi que l'argent a toujours été quelque chose de ludique. Pour toi, tu disais d'ailleurs tout à l'heure que tu as toujours voulu assez rapidement gagner ton propre argent pour faire tes propres expériences, pour peut-être ajouter justement un peu de ces plaisirs-là. Alors visiblement, enfance très heureuse, c'est pas la question, mais en tout cas, tu t'es dit, voilà, j'ai envie d'ajouter ce petit truc-là à ma vie avec mon propre argent. Comment ça s'est manifesté d'ailleurs, ce côté ludique? Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit jouer, que l'argent c'est fun, ça leur, tu vois, ça fait partie de ces choses. Il y a certaines personnes, ça peut vraiment crisper de se dire que il y a quelque chose de ludique et de fun autour de l'argent. Alors que moi, j'adhère. Mais... Alors, en fait, moi, je trouve que quand on discute d'argent, je trouve qu'il y a toujours une précision à apporter, c'est que c'est une forme de luxe d'avoir, enfin, on appelle ça un privilège, de ne jamais avoir connu, enfin, un privilège dont moi je bénéficie, que je n'ai jamais connu de situation de pauvreté, je n'ai jamais connu de situation dans laquelle je n'étais pas sûre d'avoir assez pour manger, assez pour vivre, assez pour m'habiller, assez pour me loger. Ça, j'ai jamais connu ça. Et les personnes qui ont connu ça, en fait, ça représente une forme de traumatisme, en fait, notamment pour le système nerveux. Et en fait, je pense que des personnes qui n'ont jamais connu la pauvreté ou une vraie incertitude financière peuvent avoir plus facilement accès à cette idée de se dire l'argent c'est fun, l'argent c'est la liberté, etc. Parce que justement cette sécurité financière de base, elle leur a toujours été assurée. Alors pour les personnes qui ont vécu, soit dans leur enfance, soit dans leurs années étudiantes, soit plus tard, des situations de pauvreté ou de presque pauvreté, de vraie précarité, c'est pas une condamnation, mais ce que ça signifie, c'est qu'il y a un travail à faire simplement de réinternalisation de la sécurité financière et de la sécurité matérielle avant de pouvoir accéder à l'idée de fun ou de plaisir ou de jouir de son argent. Et on peut pas mélanger les choses. C'est un peu comme quelqu'un qui a une maladie chronique de lui dire mais vas-y, lâche-toi, sens-toi bien dans ton corps et tout. D'accord, mais enfin quand on est malade, il y a des gradations et donc je veux m'assurer qu'on ne donne pas d'injonction à jouir de son argent à des personnes qui dans l'échelle qu'ils doivent remonter, il y a des échelons intermédiaires. Mais d'ailleurs, puisqu'on va sur ce sujet-là, et ça faisait partie des questions que je voulais te poser, il y a un certain nombre de croyances limitantes autour de la pauvreté qui sont liées à une sorte de fatalisme, en fait. Et j'ai connu la pauvreté et ce sera toujours ma situation, où ma famille a toujours été modeste et mon horizon est celui-ci aussi. Il y a une plus grande difficulté quand on a connu la précarité ou la pauvreté à avoir un horizon qui est différent de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plus difficile quand on vient d'un horizon de pauvreté que quand on vient d'un milieu plutôt famille moyenne, à se dire je vais viser plus haut. Tu vois ? Oui, tout à fait. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à toutes les couches de la société. C'est-à-dire que à toutes les couches de la société, de la société ou en tout cas de l'aisance, enfin dans les gradations d'aisance financière et de sécurité financière, c'est qu'en fait, comme c'est un tabou, comme on parle pas d'argent, comme on parle pas de sa situation financière, et que les personnes qui ont réussi généralement sont assez évasives sur comment est-ce qu'elles ont réussi, qu'est-ce qu'elles font de leur argent, comment est-ce qu'elles l'investissent, comment fonctionne l'argent, et ben en fait, on a accès que au mode de pensée en lien avec l'argent des personnes de notre milieu et de notre entourage. Et donc je pense que des personnes comme toi et nous au sein de notre programme de coaching, on apporte aussi beaucoup d'outils autour de ça qui peuvent permettre justement de fluidifier la parole autour de ça et de détabouiser ce sujet. C'est extrêmement important justement pour cette mobilité financière qui consiste à
à dire, en fait, moi, j'étais là où tu en es à une certaine époque de ma vie, et voilà ce que j'ai fait concrètement. Voilà à quoi ça a ressemblé. Voilà les croyances limitantes qu'il a fallu que je dépasse. Voilà les compétences qu'il a fallu que je développe, etc. Et donc, en fait, pour moi, un des facteurs qui maintiennent certaines personnes dans la pauvreté, c'est justement le manque d'exemples auxquels se référer. C'est-à-dire qu'elles voient des gens qui peut-être, ces personnes-là voient des gens qui sont nés dans une famille sans problème financier, et donc elles peuvent pas s'identifier. Ou alors des stars à la télé qui sont dans une autre sphère, etc. Et donc, en fait, on a tous et toutes besoin d'avoir des points de référence et d'identification qui sont un petit peu au-dessus. Et c'est vrai, également pour des personnes qui n'ont pas de problème financier, mais par exemple, je suis abonnée à un certain nombre de magazines, ou quand je suis en vacances, j'achète des magazines de gestion de patrimoine, d'entrepreneuriat, tout ça. Et par exemple, chaque année, j'achète le magazine qui fait le classement des, je sais plus si c'est les 100 ou les 500 plus grandes fortunes de France. C'est des fortunes entrepreneuriales. Et en fait, moi, ça m'intéresse énormément de lire les portraits de ces personnes-là, parce qu'il y en a qui sont partis de rien, qui ont monté une boîte, il y avait 3 personnes, et 15 ans plus tard, il y a 1500 personnes. Et en fait, je me dis, tous les sauts quantiques d'état d'esprit, de croyances et de compétences aussi qui ont dû se produire entre je monte une boîte de plomberie avec 3 personnes, j'ai un empire avec 1500 collaborateurs et collaboratrices. En fait, c'est ça les échelons qui manquent. Et ce sont ces échelons-là que les personnes qui veulent avoir cette mobilité soit sociale, soit financière, doivent rechercher. C'est auprès de qui est-ce que je peux recueillir des informations, mais aussi me créer des personnages intérieurs qui me montrent que c'est possible, et que si c'est possible pour d'autres êtres humains, c'est possible pour moi. Parce qu'en fait, c'est de cette façon-là qu'on peut élargir petit à petit ce périmètre de ce qu'on pense être possible pour nous. Il y a un autre facteur qui est défavorable aux gens qui sont déjà aujourd'hui dans une situation de pauvreté et précarité. Il y a quelques années, je lisais ce titre sur Internet, c'est « Pourquoi les pauvres prennent-ils de si mauvaises décisions ?» C'est un article d'un... est-ce qu'il est danois ou hollandais? Il s'appelle Rutger Bregman. Si vous voulez aller voir sur Google, vous taperez « Pourquoi les pauvres prennent-ils de si mauvaises décisions ?» et derrière ce titre qui paraît un peu horrible, il y a cette idée que la précarité financière crée une charge mentale telle que ça rend difficile le fait de prendre des décisions éclairées sur un certain nombre de choses. Et on en revient à ce que tu disais, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut voir si on prend l'analogie de l'escalade, on n'arrive pas à voir la prochaine prise. Tu vois, oui. La prise sur laquelle on pourrait s'agripper pour continuer à grimper, on n'arrive pas à la voir, on est embrumé, englué, etc. Et je trouve qu'on sous-estime ce facteur-là aussi quand on pense à l'ascension sociale et qu'on se dit, en fait, il suffit de se sortir les doigts du et puis tout le monde peut le faire, quoi. Oui, absolument. Et en fait, ce à quoi on arrive là, donc cette idée de charge mentale de pauvreté, en fait, c'est aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, quand c'est un mode de fonctionnement du système nerveux, c'est un stress chronique en fait. La précarité, c'est un stress chronique dans lequel le cerveau est, et il a bien raison, parce que quelqu'un qui est en vraie situation de précarité, sa vie, sa survie et son bien-être sont très clairement en danger, et donc en fait, il n'y a pas d'espace. Le cerveau est dans un mode de fonctionnement en mode stress, et donc n'a pas accès aux zones du cerveau qui permettent de planifier, de réfléchir à long terme, etc. C'est une logique de court terme permanente, et donc ça, en fait, c'est à l'échelle de la société qu'il faut arriver, justement. C'est à ça que servent les revenus minimums, etc. C'est pour que les personnes puissent au moins ne pas couler tout au fond et avoir un endroit sur lequel retrouver leurs appuis, parce qu'une fois que quelqu'un a retrouvé ses appuis, même très modestes, à ce moment-là, il y a comme une espèce de respiration, et à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir, on peut commencer à refaire des projets, on peut commencer à imaginer comment avancer. Mais ce qu'il y a en contrepoint, c'est vraiment cette partie identitaire
qui est qu'en fait, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui était ce qu'on construit comme l'idée qu'on se fait de comment fonctionne le monde et les règles du jeu de la vie, on se construit également une idée de qui on est, quelle est notre place, de quoi est-ce qu'on est capable, qu'est-ce qui est possible pour nous, qu'est-ce qu'on vaut. Et en fait, c'est cette vision-là qui sera toujours qui limitera toujours ce qu'on pourra créer et ce à quoi on prétendra. Et donc c'est aussi là-dessus qu'il faut jouer, quel que soit l'endroit où on en est de sa vie et de sa vie financière, c'est de se dire, là aujourd'hui, on est tous et toutes limités par le plafond qu'on se met à nous-mêmes en termes de à quoi est-ce qu'on peut aspirer, à quoi est-ce qu'on peut prétendre, jusqu'où est-ce qu'on peut grimper, alors soit en termes professionnels, soit en termes de revenus, soit en termes de création de valeur. Et il y a notamment une chose qui souvent est intéressante, c'est que souvent dans le couple, quand on est une femme, en fait, parfois il y a un plafond qui est au niveau du revenu de son conjoint. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'idée que, en fait, c'est l'autre qui a montré ce qui était possible et qu'on peut pas aller au-delà. Ou alors c'est le niveau maximum donné par les parents. C'est-à-dire si c'est pour les gens qui sont au courant de combien gagnaient leurs parents. Moi, il m'est arrivé de coacher des personnes dont en fait le plafond de rémunération c'était le salaire de leur père et que en fait l'idée de gagner plus que leur père, avec peut-être un travail qui était plus plaisir, plus passion, etc. En fait, ça faisait comme une espèce de dissonance cognitive, genre c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas juste, c'est pas bien, et donc la personne trouvait toujours des façons de passer à côté de la promotion, de pas demander l'augmentation, de pas avancer dans un certain sens, parce qu'en fait c'était la limite de l'acceptable. Alors, ce qui est fascinant dans ce que tu dis, j'avais des questions là-dessus. Et je veux bien avoir ton éclairage, c'est que on a l'impression que spontanément, on ne peut pas avoir de limitation à vouloir plus. C'est un peu comme si on pense que ça ne gêne personne d'avoir un peu plus, que tout le monde a envie d'avoir un peu plus. Je dis pas forcément, tout le monde n'a pas forcément envie de gagner beaucoup d'argent. Ça, on est d'accord. Mais par contre, je pense que universellement, ça ne dérangerait personne de gagner au moins un peu plus, quoi. Qu'on pourrait se dire non, on ne peut même pas imaginer comment on pourrait s'auto-limiter sur un truc qu'en fait le monde entier désire. Et en fait, moi, je me suis rendu compte avec le temps et avec toutes les personnes que j'accompagne que on a parfois presque plus de limitations à réussir. En fait, nos premières croyances limitantes sont sur le fait de gagner plus et de réussir. Ouais, c'est tout à fait juste, et c'est vrai que ça paraît... On se dit mais enfin pourquoi se limiter? Mais en fait c'est parce que en fait on est bien conscient que tout ce qu'on peut désirer vient avec c'est-à-dire il y a un versant sud et un versant nord, et en fait on est tous et toutes à un endroit où en fait on a l'impression de maximiser les bénéfices et de minimiser le coût ou les risques. Et donc en fait moi ce que je remarque beaucoup et ce que je déplore, mais il y a des pistes heureusement d'amélioration, c'est que notamment il y a beaucoup de femmes qui se disent j'aimerais bien gagner plus, mais dans mon entreprise, pour gagner plus, il faut que je prenne plus de responsabilités, il faut que je prenne des responsabilités notamment managériales. Et en fait, je vois bien que si je m'engage dans cette voie-là, et ben en fait, tout ce que ça va me coûter en termes de stress, en termes de pression, en termes d'heures passées au bureau, en termes de manque de flexibilité, etc. Et ben en fait, je veux bien l'argent, mais je veux pas ce que je pense que ça va me coûter, cet argent. Et donc en fait c'est ce type d'arbitrage là, c'est-à-dire dans l'absolu cette femme hypothétique à laquelle je pense, bien sûr elle voudrait plus d'argent, mais elle pense que avoir plus d'argent ça nécessitera des sacrifices, des efforts que aujourd'hui elle n'est pas tout à fait prête ou qu'elle craint en fait auquel elle craint de ne pas pouvoir faire face. Et donc ça ouvre tout un tas de questions et de nécessités de faire évoluer le monde du travail et comment on travaille, mais et comment les charges familiales se répartissent sur les hommes et les femmes, etc. Mais c'est un exemple de situation dans laquelle on voudrait plus, mais on pense que si on veut plus, ça va coûter quelque chose qu'on n'est pas prêt à payer. Et tu dis bien d'ailleurs ce que cette femme hypothétique pense que ça va lui coûter. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'observation du monde du travail, de son fonctionnement, de l'entreprise en question dans laquelle cette personne travaille. Et ensuite se rajoute en général une couche de croyances, de généralisation, qui empêche aussi de voir peut-être d'autres issues, d'autres façons de faire, d'autres entreprises dans lesquelles c'est différent, d'autres moyens de
comment je pourrais gagner plus sans forcément effectivement alourdir ma charge de travail, de responsabilité. Il y a ça, et il y a aussi le fait, et ça c'est quand même plus général, que comme tu le dis, on veut maximiser les bénéfices et minimiser les pertes, mais en vrai on passe quand même beaucoup plus de temps à essayer de minimiser les pertes que de maximiser les bénéfices. Oui, et ça c'est le biais, c'est un des biais cognitifs, c'est l'aversion au risque ou l'aversion à la perte, où en fait on préfère rester là où on est avec ce qu'on a plutôt que de faire un mouvement qui nous ferait perdre ce qu'on a en fait. Ce qu'on a, on veut surtout pas le perdre, même si c'est nécessaire pour gagner quelque chose qui serait potentiellement mieux, mais tant qu'on l'a pas vu et qu'on l'a pas dans notre main, on n'y croit pas à 100%, quoi. Exactement. Et ça, quels sont les outils que toi, tu as pour les personnes qui sont dans cette situation où effectivement, elles veulent toujours j'ai le mot en anglais, path of least resistance, c'est d'aller toujours sur le chemin où il y a le moins de tracas, où il y a le moins de difficultés. Comment est-ce que toi, tu amènes les gens à leur faire voir l'opportunité plutôt que le coût? Alors, je pense que la première étape indispensable, c'est de savoir exactement ce qu'on veut et pourquoi est-ce qu'on le veut. C'est pour ça que nous, notre méthodologie, elle démarre toujours par la partie vision, parce qu'en fait, si on ne sait pas vers quoi est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on cherche à créer, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent n'est qu'un outil au service de la vie qu'on a envie de vivre et de mener. Et donc en fait, c'est pour ça que la quête de l'argent pour l'argent, c'est pas très motivant, parce que en fait, on voit pas bien. C'est-à-dire, j'ai plus de, il y a plus de chiffres sur mon compte bancaire, d'accord, mais en fait, pour que notre cerveau puisse se proposer de créer ça, il faut qu'on ait une vision très claire de pourquoi est-ce qu'on veut ça, qu'est-ce que ça changera dans ma vie, qu'est-ce que ça rendra possible et pourquoi est-ce que ça m'intéresse. Donc ça c'est la première chose. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que en proposant à quelqu'un de préciser ça, en fait, ça donne de la couleur à ce qu'on cherche à créer. Et en fait, quand on est en mouvement vers quelque chose plutôt qu'en fuite d'autre chose, c'est-à-dire l'énergie du vers plutôt que l'énergie de fuir autre chose, donne énormément d'élan et énormément de motivation. Et donc en fait, par exemple, quelqu'un qui veut une augmentation ou qui veut augmenter ses tarifs ou qui veut lancer une activité ou développer son activité, etc. Ce qui est vraiment important, c'est d'identifier pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça, parce que c'est dans ce pourquoi-là qu'elle pourra trouver les raisons qui permettent de surmonter l'inconfort. Personne ne veut traverser de l'inconfort ou des difficultés sans avoir une bonne raison. Enfin, je veux dire, tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ça qui nous garde en vie tous les jours. Et donc, en fait, il faut identifier cette bonne raison. Et parfois, il n'y a pas de bonne raison. Et c'est pour ça qu'on est resté sur le seuil et qu'on ne s'est pas lancé. C'est parce qu'en fait, la bonne raison, c'était parce que mon père trouve que ce serait une bonne idée, parce que tous mes amis le font, parce que sinon, on va penser que c'est la loose et que je stagne. Et ça, c'est pas des suffisamment bonnes raisons. Et donc, si on n'a pas de suffisamment bonne raison, on peut rester là où on est en attendant d'avoir trouvé la bonne, ou en tout cas trouver une autre raison qui nous fait partir dans un autre sens. Mais en tout cas, cette idée de surmonter, de ne pas rester sur le chemin d'une certaine forme de facilité ou de zone de confort, en fait, on ne sort de la facilité ou du confort que parce qu'on pense qu'il y a autre chose auquel on aspire et qui nous fait très envie. La vision que j'ai de cette situation, c'est que je la partage de plus en plus sur le podcast avec mes clients, etc. C'est la manière dont moi je vois ça, c'est comme si tous nos désirs sont dans une zone d'inconfort. C'est-à-dire que si j'ai pas ce que je désire aujourd'hui, c'est que c'est forcément un endroit où c'est pas très confortable. Des fois, c'est juste un peu pas confortable parce que ça nécessite d'avoir une discussion pas très confortable avec notre partenaire, avec notre patron, avec un client. Des fois, c'est encore un peu plus inconfortable, ça nécessite de prendre des risques, ça nécessite de se rendre visible aux yeux du monde comme quelqu'un qui gagne un peu plus d'argent ou quelqu'un qui a un peu plus d'ambition et on s'expose à plus de critiques, etc. etc. Comment est-ce que... Tout le monde ne veut pas ça, mais comment est-ce qu'on peut favoriser ces incursions, les rendre plus faciles dans la zone d'inconfort? Alors, je suis pas sûre qu'en fait, le but du jeu, ce soit que ce soit facile.
Parce qu'en fait, tu sais, c'est un petit peu comme si tu allais à la gym, dans un club de gym et que en fait tu fais tous les trucs que tu sais déjà faire, tu vois, ou que tu fais le réglage mini. Bah, en fait, t'as un peu perdu ton temps si tu fais le. Oui, alors bon, si tu fais c'est chiant. Non, on va s'arrêter à 10. Et en fait. Je pense que le degré de difficulté et d'inconfort détermine la pente de la croissance, en fait. Et donc, si tu veux avancer millimètre par millimètre, en allant à ton rythme, tranquillement, sans que ça secoue et tout, c'est un choix. Et j'ai aucun jugement sur ce choix. Je sais que à titre personnel, c'est beaucoup plus excitant et c'est beaucoup plus exaltant de mettre le curseur plus loin et en fait de trouver le juste point d'inconfort qui est le juste milieu entre un truc qui vraiment me torpille au quotidien et me rend mon quotidien vraiment ultra lourd ou ultra inconfortable ou vraiment difficile, mais en même temps suffisamment pour que je me sente vraiment vivante, que je me sente vraiment avancée et me mettre en situation au quotidien d'avoir soit réussi et c'est super, soit raté mais appris quelque chose de vraiment intéressant. Et en fait dans mon parcours personnel, je pense que c'est cette envie en fait de repousser tout le temps les murs qui fait que j'ai vraiment l'impression, aujourd'hui j'ai 42 ans, j'ai vraiment l'impression que depuis ma vingtaine, j'ai vécu vraiment pleinement toutes ces années. Toutes ces années-là, j'ai beaucoup avancé, j'ai fait beaucoup de choses nouvelles, j'ai appris énormément de choses, j'ai dépassé beaucoup de blocages ou de limitations. J'aurais sans doute pu faire plus, mais je l'ai fait à un rythme qui était le bon pour moi. Et en fait, je pense que c'est ça l'évaluation à avoir, chacun pour soi. C'est quel est le degré d'inconfort qui va créer la pente de croissance qui fera que à la fin de l'année, la personne pourra se retourner en se disant bah voilà, je suis pas passée à côté, je l'ai pas, voilà, j'ai pas juste attendu que ça se passe, j'ai mis ce temps à profit d'une façon qui m'a permis de me sentir vraiment vivante ou vivant. Et à mon sens, c'est ça l'ingrédient majeur pour créer une vie qui soit à la fois épanouie et accomplie. C'est de pas trop de pas trop rester en mode cruise control, tu vois. Je sais plus comment on dit le régulateur de vitesse là, tu sais, sur les voitures où genre tu sais, une fois que t'as la vitesse, genre c'est bon, hop, tranquille, voilà. Mais on s'endort au volant, quoi. Donc c'est pas recommandé d'ailleurs. Et donc en fait moi je trouve que c'est ce rythme-là qui est bon à trouver. Et parfois on va trop vite et du coup on travaille trop ou on se grille ou on se crame. Donc ça c'est too much et il faut entendre ces signaux-là pour réajuster le curseur de vitesse. Mais essayer que ce soit facile, je pense pas que ce soit le secret d'une vie pleinement vécue. Ah, j'adore ce discours. Merci. Alors, je voulais rentrer dans une autre croyance limitante qui va un peu faire le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, parce que j'ai essayé d'en isoler certaines qui sont très récurrentes, fréquentes, et j'imagine que toi, tu les rencontres aussi avec les personnes que tu accompagnes. On parlait donc des limitations, des plafonds de verre qu'on se donne. Une des raisons aussi aux plafonds de verre qu'on se donne, c'est parce que on a... Pas tous, mais on est nombreux sur Terre à avoir un codage du style le gentil pauvre et le méchant riche. Le méchant riche ou le riche qui est un peu superficiel, le riche qui se préoccupe pas des autres, le riche qui fait son beurre sur le dos de quelqu'un, etc. Et avec cette idée que si moi je grandis dans ma richesse, dans l'abondance, je vais être cette personne-là. J'ai tellement de personnes dans les gens que j'accompagne qui ne mettent pas le doigt sur ces croyances-là jusqu'à ce qu'elles cherchent à obtenir une trajectoire de croissance dont on vient de parler. Et là, on a ah oui, mais en fait, je veux pas acheter des sacs à main, moi. Louis Vuitton, mais je leur dis, mais personne ne t'oblige à acheter des sacs à main Louis Vuitton. Oui, mais toutes les personnes que je connais qui ont plus d'argent achètent des sacs à main Louis Vuitton. Avec cette idée, et puis quand bien même on s'achèterait des sacs à main Louis Vuitton, ça veut absolument pas dire qu'on est quelqu'un de superficiel, mais il y a beaucoup de croyances de ce type-là, qu'on va être une mauvaise personne, ou une personne moins intéressante, moins agréable à côtoyer, qu'on va devenir un peu peste, ou peut-être quelque chose comme ça pour les femmes, parce qu'on va gagner de l'argent. C'est quelque chose auquel tu as eu accès aussi ?
Alors, je pense que c'est tout à fait vrai et qu'on a... je pense qu'il y a je connais pas toutes les cultures autour de l'argent dans le monde évidemment, mais qu'il y a un... Non, mais je trouve ça fascinant. Mais je pense que en France, en tout cas, on a vraiment cette culture de la classe moyenne où il y a l'idée que en fait, il faut pas trop dépasser. Il faut pas trop dépasser vers le haut. C'est ce que j'évoque comme le syndrome du coquelicot, ce qui pour le coup est un concept australien, mais j'ai fait un épisode de Change ma vie dessus. Et donc en fait, j'ai réécouté. Ouais, non, faut pas dépasser en haut, mais faut pas avoir l'air trop intelligent non plus. Faut pas la avoir moyennitude. Voilà, la moyennitude. Alors c'est très rassurant hein, parce que si on est dans le gros du peloton, bah du coup on se dit on est en sécurité dans la masse. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette idée qu'il y a certaines que assez régulièrement le discours dans les médias ou dans la presse ou dans les conversations désigne les riches comme étant les méchants. Et en fait, l'idée, enfin, moi, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'en fait, l'argent ne rend pas les gens ni bons, enfin, ni quand on n'en a pas, ça rend bon, et quand on en a, ça rend méchant ou mauvais ou égoïste. C'est qu'en fait, l'argent est un révélateur, c'est-à-dire un amplificateur des valeurs de la personne. Et donc, en fait, si j'ai de l'argent, je vais avoir juste plus de moyens pour exprimer les valeurs qui sont les miennes. Et donc, si j'avais au départ des valeurs d'individualisme, de consommation à outrance, de après moi le déluge, de moi, etc., bah, effectivement, ça va se voir beaucoup parce qu'il y aura beaucoup d'argent qui rendra ça manifeste dans le monde. Mais il y a tout autant, si ce n'est plus, de personnes qui partent avec des valeurs d'altruisme, de générosité, de responsabilité sociale et environnementale, de partage, de générosité, de contribution, etc. Ces personnes-là, quand tu leur mets de l'argent, voilà, parce qu'elles en ont gagné, parce qu'elles ont construit des entreprises, etc. Et ben en fait, cet argent-là, elles le mettent pour faire vivre ces valeurs. Et en fait, la difficulté, c'est que quand des personnes qui ont des valeurs justement d'altruisme et de générosité s'empêchent de s'enrichir parce qu'elles se disent je veux pas que ça fasse de moi quelqu'un d'égoïste qui ne fera plus le bien dans le monde, et ben elles laissent l'argent partir entre les mains des gens qui juste ont eu le courage ou l'audace de de demander, de construire, d'avancer et peut-être pas au service des meilleures valeurs selon peut-être ta grille de lecture ou la mienne. Et donc moi à titre personnel dans ma façon de gagner de l'argent au sein de l'entreprise Change ma vie pour mon équipe, etc. L'idée, moi, je le vois à mon échelle, le fait que moi, j'ai plus d'argent parce que mon entreprise fonctionne bien et que du coup, je peux me payer plus. Ce que ça signifie, c'est que tous les mois, je fais un gros chèque à une organisation caritative différente sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et à l'échelle de l'entreprise, c'est parce que notre activité fonctionne bien qu'on a la possibilité de financer la production d'un podcast qui est gratuit et qui est disponible pour le plus grand nombre. Si on gagnait pas d'argent, j'aurais pas le temps de faire ça gratuitement. Et pareil, on a décidé là en fin 2021, on a fait une donation. On s'est rapproché d'une association qui s'appelle Enfance et Partage, qui existe depuis 1977 et qui œuvre pour la protection de l'enfance. C'est une cause qui me tient énormément à cœur. Et donc on a décidé, depuis début 2021, et pour la suite, on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à Enfance et Partage. Et 2% de notre chiffre d'affaires, ça chiffre au bout d'un moment. Et en fait, c'est pareil. Si notre activité ne fonctionnait pas bien, il y aurait pas ça à reverser à cette association. On regarde. Moi, mon ambition, c'est de créer la fondation Change ma vie, que notre activité en tant qu'entreprise finance une fondation qui mettrait au service du plus grand nombre ces outils qui interviennent auprès de populations spécifiques. On a plein d'idées et tout ça, donc c'est vraiment vers ça qu'on œuvre. Et en fait, la fondation Change ma vie, s'il n'y a pas Change ma vie qui fonctionne, la fondation Change ma vie, elle n'existera pas et elle n'aura pas de budget. Et en fait, je trouve que c'est vraiment important de mettre en avant et de chercher en fait des exemples de personnes qui font ça et qui sont animées par ces valeurs-là, et de vérifier qu'il n'y a pas derrière le cynisme, parce que parfois, il peut y avoir le côté ah oui, alors ils redonnent, mais ça fait combien et qu'est-ce qu'ils en font et pourquoi c'est pas plus et est-ce que c'est pour redorer leur image, etc. Et en fait, c'est intéressant de voir parce que même dans les initiatives de générosité, tu vois, quand on pense à des
à des gens qui redonnent énormément de leur argent, on scrute un peu, on regarde, mais alors, est-ce que c'est pour faire bien? Est-ce que c'est pour se racheter une bonne conscience, etc. Quand Kylian Mbappé fait des dons extraordinaires, on est toujours là, oui, mais lui, c'est facile. Et puis, en plus, c'est un truc fiscal. Et voilà, ou certaines organisations, certaines entreprises. Alors, pour certaines, c'est vrai, mais ce que j'entends derrière ce que tu dis, c'est la posture de la personne qui cherche toujours le loup. Qui est toujours en train d'essayer de démasquer la fausse générosité, comme si on était tous des justiciers en puissance, et de porter son attention sur le fraudeur, le cynique, au lieu d'essayer de se dire ok, peu importe ses motivations à lui, mais moi ça m'inspire et j'aimerais bien faire la même, tu vois, d'être inspiré et par en fait ça. ce réflexe de chercher la petite bête ou de chercher le loup, en fait c'est très simplement de la dissonance cognitive, c'est-à-dire que si ma croyance c'est que les gens riches sont des gens égoïstes, et que du coup, je me suis tenue soigneusement éloignée de l'enrichissement ou de la fortune pour ne pas devenir quelqu'un d'égoïste. Quand je vois une personne riche qui n'agit pas comme un égoïste ou comme une égoïste, en fait mon cerveau me fait un bug et dit alors il va falloir et c'est beaucoup plus facile pour le cerveau de dire non, en fait en réalité, il est égoïste, que de changer ma vision du monde, qui est qu'il y a des gens riches égoïstes, et puis il y a des gens riches qui sont généreux, et puis il y a des gens pauvres qui sont égoïstes, et puis il y a des gens pauvres qui sont généreux. C'est pas l'argent qui fait la générosité ou l'égoïsme des gens, c'est qui ils étaient au départ, pour toute une variété de raisons, et l'argent n'a fait que amplifier le rôle qu'il joue dans le monde. Et donc moi, mon souhait pour moi-même, pour les gens que j'aime et pour les gens qu'on accompagne, c'est de me dire comme on est les bons, on est les gentils, on est ceux qui avons des bonnes valeurs, et donc il faut que nous on crée de la valeur pour gagner de l'argent, pour que cet argent-là il serve à acheter des trucs auprès d'entreprises responsables, acheter dans les magasins bio qui font des trucs en vrac plutôt que des trucs avec des emballages individuels, tout en plastique, tout ça. Donc en fait c'est se dire, si je pense que moi j'ai la capacité de faire des choix qui font avancer le monde dans ce que moi j'appelle le bon sens, et il faut que j'ai de l'argent en fait pour appuyer ça, parce que sans argent j'ai pas de pouvoir. Et en fait c'est ça. Quand j'étais petite, je voyais l'argent comme une source de liberté, mais en réalité c'est pas tant la liberté que le pouvoir. Et je préfère que le pouvoir soit entre les mains des personnes qui vont en faire quelque chose de bien, de responsable, d'altruiste et qui fait avancer le monde dans le bon sens. D'ailleurs, pour faire le lien avec une autre croyance limitante, est-ce que toi, en étant dans le métier de l'aide, de l'accompagnement, le coaching, un jour, il y a eu cette difficulté que beaucoup de thérapeutes, de coachs, de gens dans le métier du care rencontrent, c'est-à-dire comment est-ce que c'est OK pour moi de gagner de l'argent et de faire payer des gens, potentiellement sur des tarifs qui peuvent être assez élevés, pour les aider? Est-ce que c'est une difficulté que tu as eue? Parce que, et ça tu le sais, c'est une difficulté que rencontrent énormément de gens dans ces métiers-là. Alors, je corrigerais en disant c'est une difficulté que rencontrent énormément de femmes dans ces métiers-là. Je n'ai jamais rencontré un coach homme qui disait ouais mais non mais ah là là truc je devrais pas, etc. Donc moi ma réponse elle est double. La première réponse c'est que pour moi c'est l'argent qu'on reçoit en échange de ces services ne rétribue pas ma valeur en tant que personne, mais rétribue la valeur que je crée ou que j'aide la personne à créer par le biais de mon expertise, de mes connaissances, de la qualité de ce que j'apporte. Et donc ça, moi, depuis que je suis à mon compte depuis 2005. Et donc voilà, j'ai eu dans les premiers temps la question de voilà qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que je facture pour mes services. Et en fait, je me suis vite rendu compte c'est pas ce que moi je vaux, moi Clotilde en tant que personne, c'est la prestation, qu'est-ce qu'elle crée comme valeur pour la personne en face et comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une valeur chiffrée, sur un montant chiffré qui correspond à cette valeur. Donc déjà il y a l'idée que s'il y a eu création de valeur, il faut qu'il y ait rétribution parce que la création de valeur correspond à une rétribution monétaire. Donc ça c'est le premier aspect, mais surtout, moi, je suis féministe au plus profond de moi-même, fille de féministe, et que, en fait, pour moi, c'est extrêmement problématique, et c'est un truc de patriarcat, mais qui me donne la nausée, de dire que le care, justement, le soin aux autres, ça devrait être gratuit et non rémunéré. C'est exactement pour ça qu'on se retrouve avec justement des professions de soins qui sont, alors que ce soit dans le soin médical, dans le soin à la personne, dans le soin à la petite enfance, aux personnes âgées, etc., que ce sont des métiers qui sont
complètement sous-rémunérés, sous-valorisés, parce que justement, ce serait prendre soin des autres, et que prendre soin des autres, en particulier pour les femmes, on est câblé pour ça, c'est à ça qu'on sert, c'est ça notre rôle, c'est ça notre mission. Non, c'est pas notre mission, c'est le rôle qu'on nous a donné, mais c'est du travail, et c'est pas parce que c'est du travail, voilà, c'est mignon, les petits-enfants et tout ça, ouais, mais il suffit, moi j'ai 2 enfants, je sais le boulot que ça représente, je sais à quel point c'est difficile physiquement, psychologiquement, émotionnellement, et donc... c'est pas parce que ça aide quelqu'un en face. Je veux dire, quand on vend une voiture à quelqu'un, ça aide la personne d'avoir une voiture. Donc voilà. Et pour autant, la voiture, elle est pas gratuite. Donc en fait, et pour moi, cette discussion autour de oui, mais j'aide et donc je devrais aider gratuitement, c'est un héritage patriarcal qui est profondément anti-droit des femmes, et donc je suis en opposition totale avec cette façon de voir les choses. Ce à quoi les gens qui ont cette difficulté-là mettent en place aussi des stratégies de je sais pas si on peut les appeler d'évitement ou de contournement, mais on va te dire à ça, ben oui, mais les gens ne sont pas prêts à payer plus, et je vais avoir moins de clients, là on rentre dans d'autres croyances, que effectivement les gens ne sont pas prêts à payer pour prendre soin d'eux, se soigner, etc. Oui, alors en fait, je pense que c'est le versant nord de notre système de santé où les gens sont habitués à penser que c'est gratuit, c'est-à-dire il y a une gratuité apparente des soins qui n'est évidemment qu'apparente, parce que je sais pas si tu payes des impôts, mais moi j'en paye pas mal. Voilà, toutes les charges qu'on paye, etc. Et en fait, si tu veux, enfin. Tout ça, c'est évidemment financé collectivement. On a l'impression que c'est gratuit à titre individuel parce qu'il n'y a pas d'échange d'argent quand je vais à la pharmacie avec ma carte de mutuelle et ma carte vitale. Mais pour autant, bien sûr qu'il y a de l'argent derrière. Et donc, en fait, pour moi, pour les personnes qui individuellement souhaitent facturer à leur juste valeur des services et des prestations qui sont du domaine du soin ou du soin à la personne et du soin du corps, de l'esprit, etc. En fait, la mission de cette personne, c'est justement de mieux mettre en avant la valeur, de mieux mettre en avant qu'est-ce que c'est la différence selon que tu te payes tel accompagnement, tel soin, telle expérience ou pas. Qu'est-ce que ce sera la différence dans ta vie, et est-ce que tu es prête à mettre, est-ce que cette valeur-là, tu l'estimes au prix que moi j'ai envie de l'estimer. Et soit on se met d'accord, soit on se met pas d'accord. Il y a pas de problème. Mais en fait, pour moi, l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas un prix que les gens sont prêts à payer dans l'absolu. Il y a une façon de mettre en lumière la valeur que ça va leur apporter. Et ensuite, c'est à eux de dire, est-ce que cette valeur-là, je mets en face cet argent. Alors, il y a bien sûr leur capacité à ce moment-là de financement, tu vois. Elles peuvent voir la valeur et pas avoir l'argent. Mais en fait, pour moi, la responsabilité, elle est du côté de la personne qui fournit le service ou l'aide ou l'accompagnement. C'est sa responsabilité de dire, grâce à ça, grâce à ce que je vais mettre dedans, grâce à mon expertise, grâce à ce que je sais et à ce que je vais te transmettre, voilà le résultat que tu vas obtenir. Et ce résultat, moi, je trouve qu'il vaut tant. Et si t'es d'accord, on fait affaire. Et si t'es pas d'accord, on fait pas affaire. T'as effleuré un sujet tout à l'heure sur lequel je vais m'engouffrer sur les différences qu'il peut y avoir autour du genre. Est-ce que pour toi, il y a une expérience différente entre les hommes et les femmes autour de l'argent? Alors, par où commencer? Grosse question. Donc la réponse est évidemment oui. Tu as 3 heures. Non. Évidemment, oui, il nous faudrait encore plus de temps. Alors la réponse est évidemment oui, en précisant évidemment en astérisque de bas de page que ce sont des généralisations, c'est le conditionnement général. Il y a des femmes qui ont été élevées avec un conditionnement plus masculin autour de l'argent. Donc, il y a évidemment des différences individuelles, mais d'une façon générale, les messages que reçoivent les petites filles, puis les jeunes filles, et les petits garçons, puis les jeunes hommes autour de l'argent sont radicalement différents. C'est-à-dire qu'on n'attribue pas aux uns et aux autres les mêmes rôles. En fait, on attribue
aux hommes le rôle de gagner l'argent, faire fructifier l'argent, ramener l'argent à la maison, et on attribue aux femmes plus un rôle de gestionnaire qui est on va t'attribuer, tu vas avoir, il y a ton mari qui va te donner une certaine somme d'argent pour faire tourner la maison, pour vêtir les enfants, pour payer les vacances et les paquets de semoule, comme dirait Lucille Quillet. Je crois qu'elle utilise l'idée des paquets de boulgour. Et donc en fait les croyances et les compétences dont on équipe les unes et les autres autour de l'argent sont fondamentalement articulées autour de ces rôles. Et donc aux femmes, on apprend à faire un budget, on apprend à économiser, on apprend à pas acheter un latte, on apprend à y aller mollo sur les vêtements le week-end, etc. Parce que c'est une mentalité de gestionnaire. Et on apprend plus aux hommes à négocier, à se vendre, à demander 50% de plus que ce qu'ils veulent pour avoir ce qu'ils veulent, à être assertif, à parler d'argent, à investir, à aller voir le banquier, à poser des questions, à pas se démonter, etc. Et de là partent évidemment un fossé qui s'élargit de plus en plus avec chaque année qui passe, parce que quand on est gestionnaire et qu'on fait des petites économies de bout de chandelle, c'est pas ça qui nous permet de préparer notre retraite à 55 ans, quoi. Tu disais dans une interview, je t'ai entendu dire qu'effectivement les femmes on leur a dit, ou elles ont délégué leur pouvoir. Elles ont délégué leur pouvoir de décision pour définir la valeur depuis qu'elles sont petites. C'est les autres qui me disent si je suis intelligente ou pas, si je suis belle ou pas, si mes prestations sont bonnes ou pas, si mon tarif il est juste ou pas, si ce que j'ai acheté ou consommé et si j'ai bien fait la cuisine ou pas, etc. Comment ça se traduit autour des finances personnelles. Alors, moi, ce que tu dis, je le constate. C'est vrai que les femmes sont plus gestionnaires de responsables de budget et les hommes de l'investissement et des grandes décisions financières de la famille dans les couples hétérosexuels. Comment est-ce que tu vois encore ça s'articuler aujourd'hui dans un monde qui se veut moderne? Alors, je veux juste ajouter un tout petit truc qui me paraît, une distinction qui me paraît fondamentale, c'est qu'en fait, on ne s'enrichit pas en faisant des économies, on s'enrichit en gagnant plus d'argent. Et en fait, c'est ça l'injustice de cette différence de conditionnement, c'est que cette différence de conditionnement conduit les femmes à avoir une vie financière stagnante, faite de petites économies, et les hommes à avoir une vie financière de croissance, puisque eux, on leur a appris comment gagner plus et de plus en plus, et comment faire fructifier ce qu'ils ont déjà. Et pour moi, c'est une distinction vraiment, pour bien comprendre le déséquilibre financier global entre les hommes et les femmes, c'est là que ça se joue. Et du coup, je m'excuse, j'ai oublié la question que tu me posais ensuite. Non, alors moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que cette phrase, je l'ai écrite tellement qu'elle est forte et je vais la répéter. On ne s'enrichit pas en faisant des économies, on s'enrichit en gagnant plus d'argent. À la fois, je suis d'accord et à la fois, c'est marrant parce que moi, j'ai initié le podcast sur cette idée inverse qu'il fallait commencer par apprendre à dépenser et à épargner avant d'envisager de gagner plus d'argent. En fait, c'est une étape. Mais effectivement, on s'enrichit pas en faisant des économies. C'est juste que on s'assure de boucher tous les trous de la passoire avant de commencer à gagner de l'argent. C'est ça, exactement. En fait, la question, c'est où est-ce qu'on part? C'est-à-dire que on s'appauvrit en dépensant plus que ce qu'on a ou plus que ce dont on a besoin. Donc ça, c'est la pente, c'est la pente dans le sens de laquelle on n'a pas envie d'aller. Mais donc effectivement, si on est un peu panier percé ou que voilà, ça c'est effectivement, faut d'abord colmater la brèche parce que tu gagneras jamais assez d'argent pour compenser ou en tout cas c'est dommage quoi de remplir un seau qui est percé. Mais ce qui fait réellement la différence, c'est pas est-ce que tu vas t'acheter un troisième jean ou est-ce que deux ça te suffit. Ce qui va faire vraiment la différence, c'est est-ce que tu es allé négocier une augmentation, est-ce que à chaque fois que tu as changé de job, tu as demandé plus, est-ce que tu as placé ton argent, est-ce que tu as placé ton argent d'une façon qui fait que tu as des trucs sûrs et puis des trucs plus risqués qui peuvent te rapporter plus. Tu vois toutes ces compétences autour de l'argent qui sont plus des compétences. Est-ce que tu sais voir des opportunités? Est-ce que tu as la grille de lecture pour évaluer une opportunité financière et la comprendre? Exactement.
Et je suis d'accord avec toi. Alors déjà que universellement, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, mais ça c'est hommes et femmes. Et on devrait, ouais. On devrait évidemment, parce que du coup, ça compenserait peut-être les transmissions naturelles qui se font familialement et qui ont peut-être effectivement tendance à se porter plus sur les garçons apprendront ça et les femmes un petit peu moins, ou elles apprendront autre chose. C'est pas personne ne dit toi t'apprends ça et toi ma petite fille t'apprendra pas ça, surtout pas, mais autre chose en fait. C'est souvent d'ailleurs c'est des transmissions assez inconscientes, mais par contre ma fille, il faudrait que tu puisses gérer un budget, ça c'est important. Et puis pendant que tu fais ça, en fait, tu fais pas autre chose, t'apprends pas autre chose, c'est-à-dire à savoir placer ton argent et le faire fructifier, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est en fait des petites réactions inconscientes, c'est-à-dire que le même comportement chez une petite fille ou chez un petit garçon, les adultes vont généralement avoir un commentaire qui est différent selon que c'est une fille ou un garçon. Tu vois, les mêmes 5 francs, tu vois, je date un peu, les mêmes 5 francs dépensés pour acheter le même objet dans la même boutique, peut-être que l'adulte va dire à la petite fille, ah bah tu t'es fait plaisir, truc, et au petit garçon on va dire, ah bah c'est bien, tu sais, voilà, tu sais ce que tu veux, t'es allé le chercher, tu vois. Et en fait, c'est la somme de ces petites réactions, de ces petites différences qui envoient des signaux différents selon qu'on est un petit garçon, qu'on grandit comme un petit garçon ou comme une petite fille. Et pareil avec, tu vois, mais bon, après il y a de vraies différences effectivement dans ce qu'on récompense comme comportement dans l'entreprise, venant d'un homme ou venant d'une femme. Exactement les mêmes propos dits sur le même ton dans le même contexte, selon que t'es une femme ou que t'es un homme, ça va pas être perçu de la même façon et ça va être plus ou moins bien perçu, plus ou moins récompensé et plus ou moins suivi d'effet. Mais c'est vrai que même adulte, toute proportion gardée, un homme qui dépenserait son argent pour se faire un petit peu plaisir, bah, c'est un bon vivant. Et une femme qui ferait ça, comment on pourrait la qualifier, mais elle flambe, c'est une écervelée, voilà. C'est une irresponsable. Ah ouais, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Mais oui, il y a cette question d'irresponsabilité. Je force le trait, bien sûr, mais il y a un côté, tu sais, les femmes doivent être protégées d'elles-mêmes, tu vois, parce que si on les laisse faire le samedi après-midi, tu sais, c'est le cliché dans les séries et tout, tu vois, elle revient avec on la voit plus tellement elle a des sacs, tu vois. Et en fait, quand tu commences à regarder, c'est partout. Heureusement, c'est pas dans le cerveau de tout le monde, mais c'est un peu en filigrane quand même partout. Et moi, je crois fondamentalement que cette liberté-là, elle se regagne avant tout à l'intérieur. En fait, c'est quand chaque individu, homme ou femme, se met à questionner pourquoi est-ce que je réagis comme ça, et si c'était un homme, est-ce que je réagirais pareil, ou si c'était une femme, est-ce que je réagirais pareil. En fait, c'est édifiant quand on commence à s'interroger là-dessus. Je précise que je suis sujette moi aussi à des biais de genre mais même parfois vis-à-vis de moi, c'est-à-dire je me dis si j'étais exactement dans la même situation et que j'étais un homme, est-ce que je me verrais moi-même de la même façon, est-ce que je me dirais la même chose? Alors je vais te poser une question qu'on me pose souvent, et c'est pas que oui, des fois j'ai un peu du mal à répondre à cette question. Comment est-ce que on détecte nos croyances limitantes? Parce que la plupart d'entre elles sont bien rangées dans une archive intérieure et on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas comment elles sont arrivées là, on ne sait pas forcément qu'elles sont là. Tout d'un coup, des fois, elles refont surface, mais pas toujours. Comment est-ce qu'on peut aller à la chasse et comment on peut essayer de détecter les croyances qui nous sont défavorables? Alors, c'est un des grands bénéfices du coaching, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, il y a une expression qui dit tu peux pas lire l'étiquette quand tu es à l'intérieur du bocal. En fait, quand on est soi-même dans notre propre système de pensée et de croyances, et que probablement il ressemble beaucoup au système de pensée et de croyances de notre entourage, et en fait, c'est comme quand on dit le ciel est bleu, le ciel est bleu, le soleil va se lever demain matin. En fait, tu te dis ça c'est une vérité pour le coup. Et donc en fait, ce à quoi sert le coaching, c'est notamment à apporter des outils qui permettent justement de détecter les endroits où notre vision du monde, elle nous entrave, parce que c'est de l'extérieur que la compétence et l'expertise d'une coach, c'est justement de voir, mais en fait, de détecter ça et de dire, mais
j'ai l'impression que tu te dis que tel truc est pas possible parce que tel truc, ou que tu peux pas avoir ça et ça, ou que c'est pas possible parce que tu es 3 petits points. Et en fait, c'est ça la posture, parce que ce que permet la posture extérieure de quelqu'un qui est coach, c'est justement de pouvoir voir en fait dans quoi est-ce que la personne se débat, quels sont les murs invisibles que la coach elle sait qu'ils sont pas là, les murs. Et donc en fait, c'est énormément autour de ça que se construit une démarche de coaching, en fait. C'est d'être constamment en train de questionner qu'est-ce qui fait que tu rencontres cette difficulté, ou que tu n'arrives pas à faire tel truc, ou que tu butes tout le temps contre la même difficulté. C'est probablement il y a un morceau de ton système de croyance qui là est vétuste, et si tu veux pouvoir dépasser cet obstacle-là ou cette difficulté-là, il va falloir nous dynamiter cette affaire. Et un des plus gros outils du coach, d'ailleurs, c'est le questionnement, tu viens d'en parler. Et c'est un sujet qui revient souvent dans tes épisodes de podcast, parce que la faculté qu'on peut avoir alors déjà à s'auto-questionner, je sais que tu le mets beaucoup en avant. C'est un outil que tu utilises en tant que coach, ça oui, avec le regard extérieur du coach, mais l'auto-questionnement, c'est quelque chose, il me semble, tu me dis si je me trompe, c'est quelque chose que tu apprends à tes clients et clientes. Oui, en fait, le programme de coaching qu'on propose, qui s'appelle Change ma vie, mode d'emploi, il est organisé autour de différentes thématiques qui permettent de faire un tour à 360 degrés des différents domaines de notre vie. Donc, que ce soit notre vie personnelle, les relations aux autres, la vie professionnelle, le rapport à l'argent, le rapport au corps, le rapport aux émotions. Donc, on aborde comme ça différentes thématiques de vie. Et en fait, l'idée, c'est, dans chacune de ces thématiques, de pouvoir identifier à la fois la vision de ce qu'on veut, donc c'est-à-dire qu'est-ce que je veux moi dans cette pièce de mon appartement de vie, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux créer, et ensuite l'idée c'est de se dire c'est en chemin vers ça que on va identifier les obstacles, et à chaque fois qu'on rencontre un obstacle, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est l'occasion de se questionner sur quel est cet obstacle? Pourquoi est-ce que je me prends les pieds là-dedans? Et c'est là qu'on a justement qu'on équipe nos clients et nos clientes de cette compétence qui consiste à se poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, la plupart des gens se posent 1 milliard de questions, mais ce sont toutes des mauvaises questions qui ont des présupposés négatifs sur eux, sur leurs valeurs, sur là où ils en sont, sur ce dont ils sont capables, et auxquels du coup on ne peut avoir que des mauvaises réponses. C'est pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur moi? Pourquoi est-ce qu'il peut jamais vider de la vaisselle? Pourquoi est-ce que mes enfants sont moins intelligents que les autres? Donc en fait, c'est que des mauvaises questions. Et donc nous, notre mission, c'est une des grandes compétences qu'on transmet à travers ce programme, c'est la capacité à poser des questions qui sont comme, tu sais, un espèce de levier que tu mets sous le gros rocher qui est au milieu de ton passage là. Une bonne question, c'est un levier. En fait, si tu le mets au bon endroit et que t'appuies, ça demande pas beaucoup d'efforts, et bloom, tu vois, l'espèce de gros rocher, il va rouler plus loin. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que pour pouvoir efficacement identifier ces croyances limitantes et les déboulonner avec des bonnes questions, il faut nécessairement être en mouvement vers quelque chose. En fait, on ne résout pas ces problèmes-là dans le surplace, parce qu'en fait, dans le surplace, on est entouré de tous les vestiges, de tous les vieux modes de pensée qu'on a eu depuis toujours, et on ne sait pas par où commencer. Alors qu'en fait, quand on se met en route, qu'est-ce qui se passe? On rencontre à chaque étape des obstacles, et en fait, ce sont les seuls obstacles qui soient intéressants à dépasser, parce que c'est les seuls qui nous empêchent d'avancer. Donc, tous les vieux qu'on a laissés au point de départ, c'est pas la peine de s'y intéresser. On ne surmonte que les obstacles qui se présentent en chemin vers là où on a envie d'aller. Moi, ce que je fais, c'est que j'encourage les personnes que j'accompagne à jamais s'arrêter à « Oh, ça, c'est de la procrastination. Oh, ça, c'est syndrome de l'imposteur. » ou de ne pas s'arrêter à une espèce d'étiquette chapeau qui va labelliser son émotion ou sa difficulté. Et qui finalement va empêcher d'aller regarder derrière et plus loin en fait. Qu'est-ce que veut dire cette peur? Qu'est-ce que veut dire la procrastination? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est là où les croyances qui puent qui sont derrière? Et parce que voilà, on a tendance à s'arrêter à une espèce de diagnostic. Ah super, j'ai lu 3 bouquins de développement personnel, je sais que ça c'est le syndrome de l'imposteur. Bam, je m'arrête. Ah, qu'est-ce que je fais de cette information?
Je sais pas. Ouais, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Et on revient à cette histoire d'identité, en fait. Je pense qu'il faut se méfier de toutes les façons dont on se définit, d'une façon un peu péremptoire, un peu figée et un peu voilà, parce que ça va nécessairement scléroser les choses pour avancer. Et en fait, moi, je suis évidemment ma première cliente. Et en fait, moi, je me sens très en mouvement identitaire. C'est-à-dire, je vois bien que je suis pas la même personne que en 2017 quand j'ai démarré mon podcast, que avant quand j'étais auteur culinaire, que avant quand j'étais ingénieur en informatique, que avant quand j'étais étudiante, etc. Je suis vraiment quelqu'un de différent. Et en fait, ça m'enthousiasme en fait, cette idée d'être en perpétuel devenir, de devenir et pour moi plutôt dans le sens de me départir de choses qui me font peur, de choses que je pense qui sont pas possibles pour moi, de choses que je pense qui sont pas géniales chez moi. Donc voilà, d'aller vers quelque chose qui soit plus dans lequel je sois vraiment. En fait, c'est toujours une quête de liberté en fait, de liberté et de pouvoir sur ma propre vie. L'étape d'après l'identification, c'est comment est-ce qu'on reprogramme ? Parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dessus, il y a un peu cet effet oh là là, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours pensé ça. En plus, ce sur quoi on est tombé, c'est une pensée qui vient de la famille, alors ça peut être même d'un trauma, mais voilà, c'est mes parents m'ont toujours dit que j'ai toujours pensé que j'étais pas assez bonne, assez ceci, assez cela, etc. Et il y a vraiment des fois, pas toujours, hein. Je te dirai moi comment je fais après, mais il peut y avoir ce sentiment de mon Dieu, mais comment je fais pour penser différemment de ce que j'ai pensé ces dernières décennies? Oui, moi je pense que en fait ce qui fonctionne, c'est déjà d'identifier qu'est-ce qu'on a envie de penser d'autre. Parce qu'on peut pas, le cerveau est obligé de penser des trucs. Donc, si on veut plus qu'il pense certaines choses, il faut lui donner autre chose de mieux à penser. Et donc déjà, il faut décider qu'est-ce que je veux choisir comme nouvelle façon de voir les choses. Qu'est-ce que je veux choisir de penser de l'argent, de ma capacité à en gagner, de ma capacité à en prendre soin, de ma capacité à m'en servir, de ma capacité à le donner, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de penser de moi avec tout ça. Et ensuite, l'idée, ce qui ancre une nouvelle croyance, c'est d'agir en lien avec cette croyance. C'est-à-dire si je veux penser de moi que je suis quelqu'un qui sait dépenser mon argent à bon escient, et ben qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je réfléchisse à que fait une personne qui sait dépenser son argent de façon intentionnelle et à bon escient. Qu'est-ce que je ferais si j'étais cette personne-là, si je croyais ça de moi, et ensuite d'adopter ce comportement-là. Parce qu'en fait, quand on adopte ce comportement-là qui correspond à cette nouvelle identité ou à ces nouvelles croyances, bah c'est ça qui ancre en fait de façon très concrète sur le plan neurologique, ça ancre des nouveaux chemins de pensée qui font une espèce de boucle de feedback au cerveau, et on s'observe soi-même en train d'être comme ça, et peu à peu, à force de répétition, bah en fait on devient quelqu'un qui. Et c'est exactement la même chose à tous les moments d'apprentissage de notre vie où avant on savait pas nager, donc on se disait je sais pas nager, et puis d'un coup on apprend à nager, et à chaque fois qu'on nage on devient quelqu'un qui sait, qui a intégré que il sait nager, et d'un coup on devient un nageur. Mais c'est en nageant quoi. Avec la difficulté que il faut pas non plus, j'imagine, se créer une nouvelle croyance qui apparaîtrait un petit peu comme un cheveu sur la soupe, du style ok, je suis, je crois en tout cas, et j'ai peut-être des preuves de ça, que je suis nulle pour gérer mon argent. Je vais pas tout d'un coup sortir du chapeau, je suis super bonne pour gérer mon argent. Tu vois, c'est cette comment tu passes de l'un à l'autre, sachant que t'avais des preuves très claires que tu savais pas gérer ton argent. Peut-être que tu avais des preuves que tu savais un peu le gérer, mais que tu les vois pas. Mais peut-être qu'il n'y a pas du tout de preuves que... alors, tu peux chercher des preuves que tu es capable. Ouais, c'est ça. En fait, là, on a un outil merveilleux qui est notre imagination. Le pouvoir d'imagination du cerveau, c'est extraordinaire. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où il existe des êtres humains quelque part qui savent gérer leur argent, je peux au moins me représenter... déjà, je peux commencer par préciser qu'est-ce que je veux dire par là. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, bien gérer mon argent. Et est-ce que je peux arriver à m'imaginer comme
dans un film, en fait, dans une scène de film dans ma tête. Si je projetais sur un écran de cinéma, moi qui sais gérer mon argent, à quoi ça ressemble concrètement? Qu'est-ce que je fais de mon argent? Est-ce que j'ai un carnet? Est-ce que je note des trucs? Est-ce que je me connecte aux applications bancaires tous les jours? Quelles questions est-ce que je me pose avant de dépenser mon argent, etc. Donc en fait, l'idée, c'est de commencer par vivre en imagination dans cette destination, donc dans ce que nous on appelle la vision de moi qui sais bien gérer mon argent. Et ensuite, l'idée, c'est au lieu donc c'est de nourrir cette vision-là. Et donc ça permet au quotidien déjà d'étirer comme un peu un élastique notre croyance de ça, parce qu'en fait on s'est vu suffisamment de fois en imagination être cette personne-là, donc on commence déjà à se familiariser avec cette idée-là. Et ensuite l'idée c'est d'avoir plutôt ce que j'appelle moi des pensées intermédiaires. C'est-à-dire, je peux pas effectivement changer du tout au tout ma pensée du jour au lendemain. Par contre, je peux passer de je suis une bille pour gérer mon argent à je veux apprendre à mieux gérer mon argent. Et ça, je veux apprendre, ça j'y crois déjà. Donc je peux commencer à chaque fois que je me dis je suis une bille, je peux commencer par me dire non, je suis pas une bille, je veux apprendre. Donc en fait, c'est en remplaçant. Et puis une fois que je me dis je veux apprendre, je peux peut-être être en train de me dire je suis en train d'apprendre et je comprends de mieux en mieux et j'apprends de mieux en mieux. Et hier j'ai bien gérer mon argent et plus ça va, mieux je gère mon argent, etc. Donc en fait c'est comme tu sais sur une palette de couleurs, tu sais un gradient. En fait c'est tu pars d'une couleur et puis progressivement elle avec des tonalités intermédiaires, elle se transforme en la couleur cible. Et je crois que ce qui est challengeant dans cette période, c'est le jugement en fait. C'est ne pas être cette personne qui... Parce que la posture de débutant ou d'apprenant, c'est pas évident pour tout le monde. Parce que il faut être cette personne qui sait, qui maîtrise. D'ailleurs, sur les savoirs financiers, on a tendance à nous faire croire qu'à partir du moment où on sait additionner 1 plus 1, on est censé gérer son argent. C'est quand même pas compliqué. Et puis, épargner, c'est quand même pas compliqué. Les intérêts cumulatifs et les trucs. Voilà, mais moi, j'explique aux gens que dépenser, c'est une réelle compétence, épargner aussi. Et en fait, non, la société nous dit que en fait, c'est pas compliqué. Il suffit de ne pas dépenser, en fait, de ne pas acheter. Et ça, c'est épargner, c'est super simple en fait. Y a pas plus. C'est comme ne pas fumer, c'est super simple, tout le monde le sait. Il suffit de ne pas fumer en fait. Et en voulant nous ramener à des choses qui sont pour tout le monde sauf pour soi d'une banalité à pleurer qui devrait faire partie de nos compétences de naissance. On devient les pires juges de nous-mêmes quoi. Et c'est là où j'ai accepté qu'on apprend que du coup l'apprenant comme l'enfant qui apprend à marcher, des fois il est pas stable totalement sur ses acquis quoi. Ouais, tout à fait. Et en fait, le sujet que tu illustres là, c'est vraiment celui que nous on appelle devenir sa meilleure alliée ou son meilleur allié. En fait, c'est cette relation de soutien avec soi-même. Qui est, à mon sens, alors c'est central nous dans notre accompagnement parce qu'en fait c'est généralement pas avec ça qu'on part, mais c'est la clé de tout le reste. C'est-à-dire que à partir du moment où je ne conditionne pas mon regard sur moi-même et la valeur que je m'accorde et comment je me parle. À partir du moment où je ne conditionne pas ça à est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas, est-ce que je sais, est-ce que je sais pas, est-ce qu'on a rigolé de ma blague ou est-ce qu'on n'a pas rigolé de ma blague, et combien d'argent j'ai sur mon compte en banque, à partir du moment où cette qualité de relation-là avec moi-même, elle est stable et elle ne dépend pas de mes actions et de ce que j'arrive à faire ou pas, en fait, je peux souffler, et je peux commencer à m'amuser aussi. Et en fait, c'est vraiment la même chose. Enfin, je trouve qu'on s'en rend bien compte quand on se dit qu'on est en fait deux personnes, c'est-à-dire dans la relation avec nous-mêmes, on est nous et puis on est la personne, on est le nous avec qui on a une relation. Et c'est pareil si on pense à son meilleur ami ou sa meilleure amie. Si son meilleur ami ou sa meilleure amie, on ne l'aime que quand il est plein aux as et qu'il a tout bon et qu'il a eu sa promotion et qu'il réussit tout et qu'il est en pleine forme et beau et tout, mais que quand il a pas tout ça, on lui parle mal, qu'on l'appelle plus et que on lui fait tous les reproches du monde, on voit bien que en fait on va pas rester très très amis très longtemps avec cette personne-là. Et en fait ça, cet intérêt qu'on peut avoir pour soi, cette envie réelle de s'apporter le meilleur soutien, la meilleure aide, la meilleure écoute au quotidien, ça change absolument tout
dans notre expérience de vie, et c'est ça qui justement démultiplie notre capacité à apprendre et à s'améliorer, parce qu'on le voit bien par exemple avec des enfants, si à chaque fois qu'ils font une erreur on leur tombe dessus, les enfants n'apprennent pas, bizarrement. Et donc en fait un enfant il a besoin qu'on soit, il a besoin qu'on veuille le meilleur, qu'on croit en lui, qu'on soit patient, qu'on se moque pas de lui quand il a raté, qu'on lui parle pas le mal, tout ça. Et en fait c'est exactement la même chose avec nous, et c'est malheureux qu'on parte pas tous avec ça. Je pense que ceux d'entre nous qui avons des enfants, je pense qu'on peut, on a encore une chance de les équiper du mieux qu'on peut là-dessus. Et nous qui sommes adultes et qui peut-être n'avons pas eu ça depuis toujours, on peut le construire. Et en fait, ça, honnêtement, enfin à mon sens, c'est la clé ultime qui débloque tout le reste, parce qu'après on est tranquille, on est bien avec soi, donc on est tranquille. Et la clé, comme tu disais aussi, pour créer ça, c'est aussi de l'appliquer aux autres. C'est-à-dire que en commençant à chercher de la bienveillance pour soi, on va aussi se dire que on va être cette personne qui est bienveillante pour les autres, c'est-à-dire se réjouir du succès des autres, c'est-à-dire ne pas être celle qui ragote systématiquement, qui prend son téléphone et la première chose qu'elle dit à sa meilleure amie, c'est « Ah t'as vu comment elle était samedi soir, et puis t'as vu ce qu'il a dit son mec, et puis t'as vu ce qu'elle a posté sur Instagram, ah mon Dieu, quelle horreur !» Et en fait, de se dire en fait, si moi je suis ce juge des autres et que je suis systématiquement celle ou celui, parce que c'est pas l'apanage des femmes, qui commère, qui juge, etc. Je suis forcément dans cette croyance que tout le monde fait la même chose, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, je vais être ce juge pour moi et je vais être persuadée que tout le monde fait ça pour moi. Et là, on est dans un cercle vicieux. Donc, commencer à faire ça pour les autres, en général, c'est une vraie délivrance. Déjà parce qu'on croit que, ok, si moi, je suis capable de pas le faire, des tas et des tas de gens sont capables aussi de vivre autrement que dans la critique et dans le jugement et dans le commérage. Ouais, tout à fait. En fait, ce que j'observe, c'est que selon les personnes, c'est les deux revers d'une même médaille. Enfin, il y a un effet de miroir entre les deux. Et en fait, ça n'a pas vraiment d'importance dans quel sens tu démarres. C'est-à-dire, est-ce que tu choisis d'abord de te parler, d'adoucir ton jugement ou ta façon de te parler à toi, et ça se traduit mécaniquement dans ta relation avec les autres. C'est-à-dire, tu vas être un juge moins dur et tu vas parler de façon plus sympathique et plus indulgente aux autres. Et chez certaines personnes, c'est plus facile de démarrer par les autres, et par effet de rebond, ça marche pour soi. Donc en fait, là, ça fait partie de ces situations dans lesquelles commençons par ce qui est le plus facile, le fruit qui est le plus à portée de main, et ça marche dans les deux sens. Parce qu'en fait, en réalité, quand on juge les autres très durement, c'est toujours le reflet du fait qu'on se juge soi. Et c'est pour ça que ça me gêne beaucoup quand les gens, quand il y a des critiques du développement personnel ou du coaching comme étant quelque chose de très individualiste, que c'est moi, du nombrilisme, etc. Parce qu'en fait, en réalité, comme si c'était un luxe d'être bien avec soi, c'est pas du tout un luxe, et une société n'est bien collectivement que si chaque individu est bien d'abord avec lui. Parce qu'en fait, on voit bien quand on est bien avec soi, qu'on est bien avec qui on est, qu'on est tranquille dans ce qu'on vaut et dans nos forces et dans nos faiblesses, en fait, on est beaucoup plus disponible pour les autres, on est beaucoup plus, on est beaucoup plus prompt à les aider, à les encourager, etc. Et donc, ça démarre vraiment par là, et c'est tout sauf nombriliste ou égoïste. En fait, le bénéfice, il se voit immédiatement dans l'entourage. Concernant l'argent, à titre personnel, toi, quelle est la croyance peut-être qu'il y a eu la dent la plus dure te concernant, tu vois, récemment, sur laquelle tu as travaillé, peut-être même que tu as travaillé avec quelqu'un et tu t'es fait accompagner sur ce sujet-là? Alors, moi, je suis effectivement, en fait, je suis depuis assez longtemps maintenant coachée en continu, parce qu'en fait, pour moi, je parlais tout à l'heure de cette idée de pente de croissance, et là, pour le coup, c'est un énorme accélérateur de croissance. Et en fait, moi, j'adore ça. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça passionnant, et ça facilite tellement ma vie que je ne voudrais pas m'en passer. Sur le plan de l'argent, je pense qu'en fait, ce que j'essaye d'améliorer ces derniers temps, c'est en fait ma capacité à être en charge de plus d'argent. C'est en fait, j'ai un peu l'idée que l'argent à la fois personnellement et l'argent de mon entreprise, le niveau actuel de ce que j'ai, je sais le gérer, je sais quoi en faire, je sais comment le mettre à profit, l'investir, etc. Mais en fait, je sais aussi que tant que
tant que je me dis que je ne saurais pas quoi faire du niveau supérieur pour mettre à profit plus à titre personnel ou à titre professionnel, en fait ça limitera, ça limite de fait ma capacité à gagner, à ce que mon entreprise gagne plus d'argent et moi aussi. Et donc en fait c'est là-dessus que je travaille. C'est vraiment cette idée de me dire voilà si je change ma vie, fait x10 en termes de chiffre d'affaires, de taille, etc. À quoi ça ressemble exactement? Comment est-ce qu'on s'organise? Quelle est la valeur qu'on crée? Qu'est-ce que ça nous permet de créer, d'apporter, Donc et en fait c'est à mon sens c'est une de ces choses qui quand on évoquait tout à l'heure les environnements dans lesquels on a évolué, qui nous donnent justement ces clés, c'est qu'en fait je sais que il y a des familles d'entrepreneurs, il y a des familles dans lesquelles moi de père en fils, de père en fille on est ingénieur, et il y a des familles dans lesquelles de père en fille on est entrepreneur. J'ai dit ingénieur, je sais plus ce que j'ai dit. Oui. De père en fille ingénieur et ensuite entrepreneur. Merci. Et je sais aussi que dans ces familles-là, du coup, les conversations à table, ce dont on parle le dimanche midi ou quand on va se balader, etc., c'est des histoires d'entrepreneurs, c'est des histoires de comment on gère, comment on grandit, comment on fidélise une équipe, comment on fidélise, etc. Et en fait, ça, c'est des choses. Moi, j'ai pas vraiment d'exemple dans mon entourage naturel. Mon mari est entrepreneur et donc ça m'aide beaucoup parce qu'on peut échanger. Donc voilà, lui, c'est un point important pour moi pour avoir ces échanges. Mais du coup, il a fallu que moi, je me constitue un réseau et des contacts de personnes qui sont à un développement de leur entreprise plus avancé pour voir à quoi ça ressemble pour elles, qu'est-ce qu'elles ont choisi de faire, quels sont les challenges qui viennent avec ces parties-là, ces stades-là, etc. Parce qu'en fait, on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas, en fait. On ne peut pas devenir quelque chose où on ne sait même pas à quoi ça ressemble et en quoi ça consiste. Et donc donc en fait plus que quelque chose autour de l'argent, moi c'est quelque chose autour de des compétences des compétences entrepreneuriales, des compétences de croissance d'une entreprise. Est-ce que à mesure que tu as gagné plus d'argent, que l'entreprise a gagné plus d'argent et que tes revenus ont augmenté, ça a été plus difficile d'en parler? Alors à un cercle proche. Ton mari, j'imagine, peut-être pas, que vous parlez librement de ça, mais tu vois, à la famille, à l'entourage proche, et peut-être à l'entourage un petit peu plus éloigné. Parce qu'il me semble pas que tu parles beaucoup de ça publiquement, mais est-ce que c'est quelque chose dont tu ne parles pas de base, ou est-ce qu'il y a eu cet effet quand même de plus j'en ai gagné, plus ça a été compliqué? Je pense pas que plus j'en ai gagné, plus ça a été compliqué, mais il y a quand même cette idée que... c'est-à-dire, en fait, il y a des cercles dans lesquels j'évolue où la parole est très libre là-dessus et où tout le monde parle de façon très transparente de ça, de combien coûtent les choses, de qu'est-ce que les gens font de leur argent, voilà, des discussions très libres autour de ça. Et puis il y a des cercles dans lesquels la discussion n'a pas encore été ouverte ou c'est pas encore voilà quelque chose. C'est même pas un sujet de conversation. Et moi à ce jour, j'ai pas éprouvé ni le besoin spécialement ni l'envie d'ouvrir la question là-dessus. En fait, pour moi, je trouve que ça reste quand même quelque chose où, comme je sais que c'est un sujet que tout le monde n'a pas mes croyances ou tout le monde n'a pas mon système de pensée autour de l'argent, sans savoir exactement où est-ce qu'on met les pieds et que pense la personne en face. Voilà, il y a toujours un peu la peur de heurter ou enfin c'est un peu difficile à expliquer, mais voilà, non, mais c'est presque j'ai intégré cette idée que dans certains contextes c'est impoli en fait. Mais finalement je m'aperçois que si tu veux c'est aussi quelque chose où ça se manifeste essentiellement quand on perçoit qu'il y a une différence en fait. Qu'il y a une différence dans les moyens, qu'il y a une différence dans les revenus, et où à ce moment-là, il y a l'idée de se dire, comme je sais pas ce que la personne pense de sa propre situation financière, est-ce qu'elle est parfaitement bien, est-ce qu'elle veut, voilà, tu sais, c'est comme, t'attends que le premier parle pour voir, voilà, est-ce qu'on en parle pas, voilà. Et, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. J'ai d'autres invités qui effectivement ont connu aussi cette ascension, réussite financière, etc., qui me disent la même chose. C'est en fait...
spontanément, quand on perçoit effectivement cette différence, on va pas amener le sujet sur la table. Il y a trop de codes autour de ça, de la personne qui... Enfin voilà, pourquoi est-ce qu'on irait parler de ça spontanément à quelqu'un qui nous a rien demandé et pour qui on ne sait pas si ça peut être malaisant ou pas, sachant que ça va pas forcément nous apporter quelque chose de mettre le sujet sur la table. Donc ça me paraît être une précaution sociale assez... saine. Voilà, après, je suis tout à fait consciente que les personnes qui en parlent de façon très ouverte et très publique rendent un grand service à des personnes qui, justement, n'ont personne dans leur entourage qui est à ce niveau de revenu ou à ce niveau de réussite ou avec avec ces choix d'investissement ou de mode de vie, etc. Parce que justement, si on reprend ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui est qu'on n'a accès que aux informations auxquelles on a accès, donc probablement celles de notre entourage qui sont probablement à peu près au même niveau financier ou de réussite sociale ou professionnelle, en fait, si personne des autres cercles n'en parle, en fait, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à ces informations-là ? Donc c'est très bien qu'il y ait des gens qui acceptent de faire les ponts d'une façon qui, à mon sens, est courageuse parce que justement, on s'expose à des opinions ou des jugements qui sont pas toujours ni faciles ni confortables à accueillir. Je te remercie de le dire parce qu'effectivement, moi, ça fait quelques mois maintenant que je suis assez transparente sur mes chiffres, sur ce que je gagne, sur le chiffre d'affaires que je fais. Et à mesure que ces chiffres d'affaires ont augmenté, qu'on est passé à 5 chiffres par mois, c'est vrai qu'il y a cette question qui est revenue sur la table et j'ai fait le choix de continuer dans ma mission d'éducation financière alors même que je sais, et notamment avec mon entourage proche, familial mais peut-être amical, parce que je ne connais pas l'ampleur de ce que ça génère chez mes proches, mais je savais que ce serait pas neutre la réaction que je susciterais chez mes proches et qu'il fallait que je fasse un choix au moins temporaire, le temps qu'il y ait une acceptation peut-être de la part de mes proches, que je fasse ce choix de dire ok, est-ce que je poursuis ma mission, sachant que peut-être voilà les chiffres dont je parle vont pas être ok pour tous les notamment pour mes proches, mais vont inspirer les gens à qui je parle de ma mission et auprès de qui je veux avoir cette mission. Donc c'est délicat. Je marche sur des œufs et j'accepte le revers de la médaille, mais voilà, c'est la mission que je me suis donnée. Ouais, et en fait, je pense que ce que tu évoques là, c'est clé, c'est-à-dire parler d'argent ou dire ce qu'on gagne ou dire ce qu'on fait de son argent. Là comme ça, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire il faut à chaque fois que ça porte que ce soit au service de quelque chose d'un message qu'on veut faire passer ou d'une aide ou d'une mission qu'on veut mener. Donc dans ton cas, c'est à 100% aligné avec ce que tu fais effectivement. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Clotilde, que je pose à tous mes invités, et tu vas la reconnaître parce que je te l'ai piquée, et tu l'as pas piquée, mais je te l'ai empruntée des 11 questions de Tim Ferriss. 11, d'accord. C'est ça ? Oui. Ou 7 ou 11, 11, je sais plus, ouais. 11. Quel est l'achat de moins de 100 € qui t'a le plus impacté récemment ? Alors, je réfléchis. Et d'ailleurs, pendant que tu réfléchis, j'ai un de mes invités qui m'a dit mais c'est marrant que tu utilises le mot impact parce que tu aurais utilisé le mot plaisir et j'aurais pas donné la même définition et tu aurais utilisé encore un autre mot. C'est vrai. J'aurais pas dit la même chose. Donc, mais j'aime bien parce que les gens peuvent se projeter sur ok, qu'est-ce qui est d'un coût relativement abordable et qui peut avoir ce pouvoir de pas de changer la vie en soi, mais de continuer de faire une petite inflexion de sa trajectoire ou nous faire grandir un peu. En fait, je pense que ce que j'ai envie de te donner une sorte de non-réponse, c'est qu'en fait, je m'aperçois là en me creusant la tête que en réalité, je m'achète pas grand-chose. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire qui va avec le fait d'avoir une certaine aisance financière. C'est qu'en fait, si on peut grosso modo s'offrir, à peu près n'importe quoi. Après, je voyage pas en jet, mais je veux dire, voilà, j'ai des moyens financiers aujourd'hui qui me permettent grosso modo de m'acheter un peu n'importe quoi que je pourrais vouloir. En fait, il y a pas grand chose que je veux.
C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai un Kindle, où je peux acheter des livres, où j'ai des vêtements, où je mange, en fait, finalement, j'achète essentiellement des choses pour mes enfants, pour leurs anniversaires ou pour Noël. Un peu des trucs pour la maison, mais pas grand-chose. Est-ce que ça veut dire que tu te trouves plus en lien avec tes vrais besoins maintenant que tu sais que tu peux satisfaire toutes tes envies et tous tes désirs, que tu n'aurais pu l'être à une période où tu gagnais moins et peut-être les désirs n'étant pas accessibles, peut-être que ça brillait un petit peu plus? Est-ce qu'il y a un peu de ça derrière? Je pense qu'en fait, plus ça va, mais je pense que c'est aussi une question d'âge, hein, plus ça va, plus je m'aperçois qu'en réalité, c'est pas des choses. En fait, je ne veux pas de choses. En fait, ce qui m'importe bien davantage, c'est de vivre à un endroit où je me sens bien, c'est de me sentir bien avec... par exemple, on a un gros poste de dépense, c'est l'alimentation, parce que pour moi, pour moi, c'est ça le vrai luxe, c'est de pouvoir aller dans les magasins. J'habite à Montmartre, donc les magasins, les commerces de bouche sont assez chers. Mais pour moi c'est ça le vrai luxe en fait, c'est d'aller faire mes courses dans les magasins bio, chez les petits commerçants, et en fait j'achète les trucs qui me font envie, les choses qui vont nous faire plaisir, et en fait à aucun moment je me dis oh là là le truc, oh là là c'était cher, et en fait je crois que c'est ça qui change qui change le plus la vie en fait, c'est le fait de pouvoir acheter des choses au quotidien qui correspondent à la vie qu'on a envie de vivre, et qui pour ma part n'est pas beaucoup dans la consommation de choses, mais plutôt dans des expériences ou du bien-être ou du bien vivre. Et de pas s'inquiéter en fait, de pas se dire ah oui mais ça c'est trop, ah ça j'ai exagéré, ah oui mais ça si j'achète ça je peux pas acheter telle autre chose. En fait pour moi c'est ça la vraie aisance financière, c'est que justement ce soit pas une charge mentale. Merci Clotilde. Alors, si les gens ont envie de travailler avec toi, oui. Comment est-ce qu'on travaille avec toi Clotilde? Alors, donc, comme je l'ai évoqué quelques fois pendant notre échange, notre programme de coaching s'appelle Change ma vie, mode d'emploi. C'est un programme de coaching un peu particulier parce qu'il est sur abonnement. Donc, en fait, on peut choisir un abonnement mensuel ou un abonnement annuel. On peut bénéficier de notre accompagnement d'une façon flexible dans le temps. Et justement, en fait, au moment où tu vas diffuser cet épisode, en fait, on ouvre les inscriptions 2 ou 3 fois par an seulement pendant quelques jours. Et là, on va ouvrir les inscriptions le 20 janvier. Et donc, du coup, c'est pour les personnes qui veulent c'est dans 2 jours. Nous rejoindre. Voilà, c'est maintenant. Et donc, c'est sur changemavie.com/coaching que les personnes peuvent avoir toutes les informations sur comment se déroule ce programme de coaching. Donc, c'est un programme de coaching de groupe qui permet du coup de cheminer en ayant beaucoup accès justement à... Parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué à plusieurs reprises pendant notre conversation. C'est, à mon sens, en ayant accès à l'expérience intérieure et extérieure d'autres personnes qui ont... dans un environnement dans lequel les gens disent la vérité sur les difficultés qu'ils rencontrent, les difficultés qu'ils dépassent, leurs victoires, etc. C'est dans ce contexte-là qu'en fait notre cerveau peut de la façon la plus fluide changer sa façon de voir et évoluer. En fait, si je cherche à changer moi toute seule, alors que mon entourage ne change pas et que mon environnement ne change pas, je vais avoir beaucoup plus de mal à ancrer ces changements-là dans la durée que si j'ai conscience en périphérie de ma vision que je suis pas la seule à me poser ces questions, que je suis pas la seule à vouloir ça pour moi, que je suis pas la seule à avancer, que je suis pas la seule à me poser ces questions, et donc ça permet d'avancer avec beaucoup plus de confiance et d'élan, ce qui est vraiment une des valeurs que crée notre programme de coaching. Parfait. Donc, ça s'appelle Change ma vie, mode d'emploi. Ce sera, attention parce que c'est 4 jours seulement pour vous inscrire. Ça commence dans 2 jours et moi, je mettrai le lien en description. Comme ça... Mais en fait, si vous écoutez le podcast le jour de la sortie, vous pouvez déjà aller vous préinscrire. Comme ça, vous allez recevoir toutes les alertes. Voilà, c'est ça. En dehors des moments d'ouverture des inscriptions, on a une liste d'attente qui permet pour les personnes qui sont intéressées de recevoir par email un message qui leur dit quand on ouvre les inscriptions, donc pour pas rater l'ouverture. Ça veut dire qu'il y a un nombre limité de places ? Non, il n'y a pas de limitation de place, mais en fait, on ouvre le programme à quelques moments dans l'année pour vraiment nous concentrer le reste du temps sur... Du coup, ça nous permet d'accueillir ces personnes-là, de les aider à bien démarrer, et puis ensuite de nous concentrer sur l'accompagnement des personnes qui sont au sein du programme. Parfait. Merci Clotilde.
Merci beaucoup Delphine, j'étais ravie d'échanger avec toi. Moi aussi, et j'espère qu'on se recroisera très prochainement. Et voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir passé tout ce temps avec moi, d'avoir offert ça à mes auditeurs. Avec joie, merci beaucoup. À très vite. Merci à tous mes warriors des fins d'épisode. Est-ce que ce nouvel épisode vous a plu ? Qu'est-ce que vous en retirez surtout ? Prenez quelques minutes, c'est vrai que je vous le dis pas assez, mais prenez quelques minutes pour noter quelque part sur un mémo vocal sur votre téléphone ou avec un stylo et un papier tout simplement. Prenez quelques minutes pour noter quelque part ce que vous retenez de cet épisode. Me concernant, au moment où j'enregistre cette conclusion, je viens justement de terminer l'enregistrement avec Clotilde et ce que je retiens, c'est que le chemin ne doit pas être confortable. Il n'a pas besoin d'être confortable. Ça n'est pas utile, ça n'est pas souhaitable. Plus on cherche à se rendre la vie confortable, plus on crée une aversion à l'imprévu, à la difficulté, au problème, et moins on développe notre capacité à y faire face, à être résilient et à le faire sans grand tourment, sans pertes et fracas. Et moi, je suis comme Clotilde, j'aime tellement travailler sur moi, me faire accompagner, me faire coacher, parce que j'aime voir le résultat de la personne que je deviens quand j'ai réussi justement à surmonter ces choses qui me limitent, qui me limitaient. Et ça n'a pas toujours été simple, facile et évident pour moi d'aller dans cette zone d'inconfort, mais j'ai aussi eu tendance à vouloir m'éviter d'y aller. Mais je trouve que dans l'inconfort, justement, maintenant je sais que dans l'inconfort, il y a une richesse que j'aurais jamais pu appréhender et que je n'aurais jamais soupçonné auparavant. Donc, ce que je vous invite à faire en conclusion, c'est justement de prendre ces quelques minutes pour vous rappeler d'un moment inconfortable que vous avez vécu, que vous avez surmonté et que vous ne regrettez pour rien au monde. Si je vous dis, est-ce que vous voudriez revivre cette expérience, vous me direz oui, je voudrais revivre cette expérience parce que ça m'a fait grandir, même si ça n'a pas été simple. Rappelez-vous d'un moment ou de plusieurs moments comme ça dans votre vie et dites-vous à quel point, même dans les situations très difficiles, on y trouve des choses extraordinaires. Et si le cœur vous en dit, envoyez-moi un message privé, partagez-moi votre histoire, notamment sur Instagram, parce que c'est le canal le plus rapide pour me contacter. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.